Alors la France a connu quelques avancées, parce qu'elle a connu quelques scandales, et les avancées sont souvent la conséquence des scandales. Donc depuis cette fameuse affaire Cahuzac, nous avons une définition des conflits d'intérêts, nous avons une haute autorité de transparence de la vie publique, nous avons un parquet financier, nous aurons bientôt une agence de lutte contre la corruption, une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Mais en réalité, je veux dire, l'architecture des pouvoirs et l'organisation de la justice ne permettent pas de répondre significativement à l'ampleur du phénomène. Le parquet financier, c'est une bonne chose. Ils sont aujourd'hui 15, c'est-à-dire un nombre bien inférieur à celui qui était prévu par le législateur. On a réorganisé les services de police. Il y a moins de 100 officiers de police judiciaire spécialisés dans ce domaine. Et la justice est toujours fragile. Il n'y a effectivement plus d'immixtion dans le cours de la justice, mais le statut des magistrats du parquet n'a pas évolué. Et j'ajoute, s'agissant de la fraude fiscale, s'agissant de l'évitement de l'impôt, que le ministère du Budget a toujours le monopole des poursuites en ce domaine. Autrement dit, il a la faculté discrétionnaire de dire si une personne ou non doit être poursuivie. Donc on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante du tout, et d'ailleurs l'opinion reflète cela. 2/3 des Français pensent que la corruption est toujours répandue dans le pays et même qu'elle s'accroît. Une loi qui est destinée à lutter contre la corruption devrait forcément avoir quelques effets. Cela dit, que prévoit cette loi ? Elle prévoit une agence de lutte contre la corruption. Le service central de prévention de la corruption va donc se transformer en agence. Ce sera toujours une agence dépendante de l'exécutif, et beaucoup dépendra des hommes qui vont piloter cette agence. J'ajoute qu'en même temps qu'on crée cette agence, on crée une possibilité pour la justice de transiger pour les affaires de corruption d'agents publics étrangers, de blanchiment. Et je me demande si en même temps qu'on réalise une petite avancée, on ne prend pas acte d'une sorte d'impossibilité, de défaite de la justice, d'impossibilité pour la justice de mener les affaires jusqu'à leur terme. Ou alors peut-être de volonté que la justice ne puisse pas mener les affaires jusqu'à leur terme dans les cas les plus graves. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, c'est bien, enfin nous avons une législation sur le lobbyisme. C'est une législation qui pour l'instant est peu contraignante. Mais au moins, disons, il y a un pied dans la porte, et peut-être que cette législation va évoluer, peut-être va-t-elle évoluer et devenir un jour aussi, efficace qu'au Québec ou au Canada, où il y a effectivement une législation, un commissaire au lobbyisme et une législation assez vigoureuse contre le lobbyisme. Alors la seule bonne surprise, c'est la législation sur les lanceurs d'alerte, qui est une législation qui doit beaucoup d'ailleurs à la société civile, parce que ce n'était pas dans le projet du gouvernement initial, qui doit un peu au Conseil d'État, qui a fait un très bon rapport sur le sujet. Et si cette législation, qui dépend en partie du défenseur des droits, qui dépend en partie de la façon dont la société civile et les lanceurs d'alerte vont s'approprier le texte, et si cette législation peut effectivement entrer en œuvre, et si le défenseur des droits prend des positions courageuses et ambitieuses pour protéger les lanceurs d'alerte, là, nous aurons fait une avancée. Alors, s'agissant d'Antoine Deltour, Raphaël Allais et Édouard Perrin, on est dans une situation très intéressante parce que manifestement, ils ont dénoncé des faits portant un préjudice grave à l'intérêt général de l'Union européenne.
cette politique de rescrits fiscaux du Luxembourg avait pour effet, de permettre un évitement considérable de l'impôt de très grandes sociétés payant un impôt sur les sociétés proche entre 0 et 1%, et donc des masses considérables d'impôts qui ont été évités et qui manquent dans les caisses de la France, dans les caisses de l'Allemagne, dans les caisses de l'Italie. Jusqu'à présent, seuls ces trois lanceurs d'alerte, enfin donc un journaliste, seuls ces trois-là ont été condamnés. PricewaterhouseCoopers, qui est la société d'audit où travaillait Antoine Deltour, n'a pas été condamné. Et évidemment, les responsabilités politiques du Luxembourg n'ont pas été mises en cause. La responsabilité politique de Jean-Claude Juncker, qui était quand même Premier ministre pendant 18 ans du Luxembourg et qui ne pouvait ignorer ce que faisait son administration fiscale, qui a sans doute même encouragé cette politique fiscale, Jean-Claude Juncker n'a pas non plus été menacé. Il y a eu une commission d'enquête au Parlement, d'ailleurs avec des pouvoirs minimalistes, qui a rendu un rapport. Aucune leçon significative n'a été tirée, même en matière de rescrits fiscaux. La seule avancée, c'est que jusqu'à maintenant, on aura une obligation entre administrations fiscales de s'échanger les informations sur les rescrits fiscaux. Mais pas de publicité, pas d'accès au public de ces documents. Donc on maintient même cette possibilité d'une réduction abusive de l'impôt. Donc on n'a pas tiré les leçons de cela, et on en a d'autant moins tiré les leçons qu'au moment même où ce procès avait lieu, était votée la directive sur le secret des affaires. Et cette directive sur le secret des affaires ménage effectivement la possibilité pour les journalistes et pour les lanceurs d'alerte de divulguer des informations, mais ils seront toujours en situation défensive. Autrement dit, ils devront toujours justifier que l'information divulguée correspondait à un intérêt général supérieur au secret des affaires. Autrement dit, le secret est la règle et la publicité de l'information est l'exception. Et là aussi, on a un sujet très problématique, alors même qu'il y avait un mouvement très important en France pour protester contre cette directive. Le Parlement ne l'a pas entendu, et j'ajoute que les libéraux, les socialistes et les nationalistes, autrement dit les Républicains, le PS, le Front National, ont voté ensemble pour ce texte. Alors maintenant, il est effectivement question d'un rapport de la Commission pour la protection des lanceurs d'alerte. Le Parlement, semble-t-il, a fait légèrement bouger la position de la Commission, mais jusqu'à juin dernier, la Commission était tout à fait hostile pour des raisons juridiques, mais en réalité pour d'autres raisons, en raison d'un rapport de force qui était en sa faveur, ne souhaitait absolument pas qu'il y ait une législation sur les lanceurs d'alerte. Donc maintenant, la position est en train d'évoluer. Ça, c'est un des rares éléments positifs des LuxLeaks et de l'action d'Antoine Deltour. La position est en train d'évoluer et nous aurons peut-être la transposition sur le plan européen de la recommandation du Conseil de l'Europe, recommandation de Strasbourg, donc les 47 États, donc un texte qui serait tout à fait possible de transposer sur le plan européen. La volonté politique, qui jusqu'à présent était nulle, pourrait à un moment ou à un autre changer.